Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints dans cet événement, qui n'aurait jamais pu avoir lieu sans la collaboration des associations sectorielles que sont A2C, ACEM, Hebdo, Québec et Graphie Compétences que je représente ici. L'objectif de cette rencontre est de vous informer, en ce qui concerne la loi C-18, mais surtout, les avenirs potentiels de la publicité numérique et des pistes pour pouvoir travailler tous ensemble. Donc moi, je m'appelle Dimitri Lesage, je travaille donc pour Graphie Compétences, qui est un comité sectoriel de main-d'œuvre qui s'occupe des 7 sous-secteurs des communications graphiques du Québec, y compris les services de design graphique, agences de publicité, éditeurs de journaux et de magazines, pour ce qui nous intéresse plus directement ici, mais aussi d'autres secteurs. Dans le cadre de cette collaboration, je vais donc laisser les autres membres de l'équipe d'organisation se présenter, puis rapidement, juste, on passera à nos orateurs qui se présenteront rapidement avant de passer en bonne et due forme à la partie conférence qui sera suivie dans 50 minutes par la partie panel. Donc, bonjour à tous, encore une fois. Je peux transmettre la parole à Sylvain. Merci Dimitri. Alors, mon nom est Sylvain Poisson. Je suis directeur général d'Hebdo Québec, qui est un regroupement d'hebdomadaires imprimés et numériques répartis à travers toute la province. Donc, voilà. Et Hebdo Québec est également propriétaire depuis près d'un an maintenant de Réseau Select, dont je vais avoir le plaisir de vous parler tantôt. Bonjour tout le monde. Donc, je passe la parole à Nicolas, qui pour d'obscures raisons est parti en participant, mais fait bien partie des organisateurs. Donc, voilà. Oui, bonjour tout le monde. Nicolas Lapierre, je travaille pour l'ACEM, l'Association québécoise des éditeurs de magazines. Donc, on représente les maisons d'édition de périodiques au Québec. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je trouve que c'est un sujet qui est super important. N'hésitez pas à poser des questions, comme Dimitri a dit. Je pense qu'on a des bons orateurs, des bons conférencières aujourd'hui. Donc, ça va être super le fun de jaser de ça aujourd'hui. Donc, merci encore d'être là. Et la dernière, mais non la moindre, Isabelle Poirier, que je viens de perdre, qui a bougé, et qui représente A2C. Oui, alors, bonjour, je m'appelle Isabelle Poirier, je suis la directrice aux affaires corporatives et juridiques de l'A2C. À l'A2C, on regroupe plus de 100 agences de communication, marketing, et puis on est vraiment dédié à l'excellence de l'industrie. Puis pour nous, des événements comme aujourd'hui, fédérateurs, et puis bâtisseurs de succès pour l'industrie, ça fait partie de notre mission puis notre raison d'être. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour, puis je vais rapidement passer dans l'ordre de présence sur nos conférenciers du moment. Bien évidemment, comme vous avez un temps de parole tout à l'heure, juste pour vous présenter rapidement. Puis je vous remercie encore de votre bénévolat là-dessus parce que c'est vraiment un gros investissement de temps quand on a des semaines de travail chargées comme on les a tous. Colette? Moi, je suis professeure à l'Université Laval, directrice du Centre d'études sur les médias, qui est une OBNL. Bonjour, merci encore Colette. Nicole, pour rester dans l'ordre des conférences. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Nicole Doucet. Je suis consultante et lobbyiste. Actuellement, je travaille avec l'Association québécoise des éditeurs de magazines et la Coalition des magazines canadiens. Voilà. Merci. Alexandra. Bonjour tout le monde, je suis Alexandra Lafont, je suis directrice de groupe chez Cossette Média, qui est une agence de communication, planification et achat média. Je suis également membre du comité permanent des directeurs médias au sein de l'A2C. Et Louis. Alors, hop, voilà. Oui, bonjour. Mon nom est Louis. Je suis président à l'agence Cartier. Fait que je suis un des actionnaires à l'agence, une agence de communication basée à Montréal, où ce qu'on fait, dans le fond, on a une offre intégrée autant en communication qu'en placement média. Je suis également impliqué au niveau de l'A2C, membre du CA de l'A2C, et également, je suis président du comité média qui regroupe tous les principaux joueurs, agences médias du Québec avec le comité média. Puis je suis également très impliqué au niveau du mouvement média d'ici dont je vais vous parler plus tard. Merci. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer. Je remercie chaleureusement les
participants d'être là. Je vous rappelle que là, nous rentrons dans la phase de conférence. Donc, c'est une phase d'exposé qui va être suivie d'une phase panel. Donc, les panélistes vont pouvoir converser entre eux sur certains sujets en lien avec ce qu'ils viennent d'exposer et donner leur opinion et leur expertise. Et à tout moment, vous pouvez, dans la partie questions qui est à droite, la petite bulle avec le point d'interrogation, poser les questions qui vous trottent dans la tête. Dans les 3-5 minutes qui resteront à la fin, ça sera le moment d'en sélectionner quelques-unes pour y répondre. Et bien évidemment, on ne vous laissera pas sur votre faim. Les questions vont être mises de côté et si on n'a pas le temps de toutes les traiter, on vous enverra à tous les participants par courriel les réponses courtes et succinctes, mais qui vous permettront d'avoir. À tout moment, si vous avez une remarque, un problème de son ou de logistique ou n'importe quoi qui n'est pas en rapport avec une question directe, vous avez bien sûr aussi la partie de chat qui est juste en dessous, les 2 petites bulles. Donc, n'hésitez pas. Et encore merci de participer avec nous à tout ça. Donc, merci à tous d'être là. Nous allons commencer par la partie médias avec Colette. Le son, Colette. Le micro. Oui, c'est parce que j'ai une autre fenêtre juste devant le petit micro. Désolée. C'est correct. Je vous parlais tout à l'heure du Centre d'études sur les médias, donc qui est un organisme sans but lucratif fondé en 1992. C'est un centre de recherche, mais aussi de concertation entre les milieux de pratique en communication, les milieux gouvernementaux et les chercheurs universitaires. On bénéficie d'un financement annuel du ministère de la Culture et des Communications et d'autres sources sur une base plus ponctuelle. Et on s'intéresse beaucoup à l'économie des médias au sens traditionnel et numérique du terme, tout particulièrement à l'information, aux politiques publiques, les pratiques et les perceptions des publics des médias et aussi plus généralement une veille des tendances qu'on publie sur notre site web et dans un document qui paraît assez régulièrement, pas tous les ans, mais presque, qui s'appelle l'État des lieux des médias. Donc, une nouvelle édition va sortir en 2024. Donc, cela étant dit, quand on parle des médias, on parle de quoi exactement? On parle bien sûr à des entreprises qui sont productrices de contenu sur différents supports, de contenu d'information, comme je le disais, des contenus de divertissement, des contenus culturels, des contenus de services. Nous, on a une attention toute particulière à l'information. Alors, tout ce qu'on appelait autrefois la presse écrite, qui est en train de devenir de plus en plus des supports numériques, donc la presse quotidienne, la presse hebdomadaire, les magazines, et leurs existences, si on veut, leur plateforme numérique, les nouveaux médias dans le numérique, la télévision, la radio, et aussi de manière, je dirais, plus indirecte, là, toutes les plateformes de distribution des contenus audiovisuels. Alors ici, pour les fins de la discussion, je crois qu'on se concentre beaucoup sur le contenu écrit et les médias qui sont traditionnellement de l'imprimé. Alors, je vais en parler surtout de ça. Donc, quand on parle des médias au Québec, c'est un environnement qui est un peu comme le village gaulois, c'est-à-dire qui résiste à certaines tendances plus difficiles, mais bon, il n'est pas non plus épargné. C'est un petit marché, un marché qui est protégé par sa langue, mais aussi par certaines aides gouvernementales qui se maintiennent et des nouvelles aides aussi qui ont été créées ces dernières années, particulièrement pour le secteur de l'écrit. Il y a eu aussi, bien sûr, des aides temporaires pendant la pandémie là, qui ont permis à ces médias-là de se garder à flot. Donc, on va parler au fil de la discussion de la concentration des revenus publicitaires numériques entre les mains de Google et Facebook, hein, qui ont à peu près 80% de ces revenus-là, pour les plateformes numériques de la télévision, des quotidiens et des hebdos au Québec, qui sont les principaux médias qui reçoivent de la publicité. C'est à peu près 4%. Et la tendance est toujours à la baisse. Donc, il y a vraiment une crise. Et on sait par rapport à ça que la publicité, bien sûr, sur les plateformes traditionnelles a aussi baissé. Les habitudes de consommation changent, particulièrement chez les plus jeunes générations. On peut parler aussi d'une fragmentation des pratiques de consommation. Les abonnements comme source de revenus présentent un potentiel relativement limité, même s'il y a des signes encourageants. Et c'est difficile hein, d'attirer, de fidéliser des jeunes publics, particulièrement ces fameux 18 à 34 ans là, qui échappent
à l'attention des médias et des médias d'information tout particulièrement. Il y a des efforts aussi du côté de la philanthropie pour aller chercher du financement complémentaire. Vous connaissez peut-être l'exemple de la presse là, qui réussit assez bien à ce chapitre. Le Devoir qui vient tout juste de recevoir son accréditation, si on veut, de l'Agence du revenu du Canada pour pouvoir justement remettre des reçus à fin d'impôt à ses donateurs. Pour les publications écrites imprimées, hein, il y a des défis de distribution de plus en plus importants. Particulièrement, en fait, tout récemment, on a appris cette semaine la fin du Publisac dans l'ensemble du Québec. Donc, ça devient vraiment un problème pour les hebdos d'être distribués dans les résidences et de plus en plus, bon, pour la télévision généraliste et spécialisée. Donc, je ne parlerai pas trop de télévision parce que je pense que ce n'est pas nécessairement notre sujet aujourd'hui. Ils font partie des médias, du reste. Ils en font partie, hein, ils n'échappent pas à notre attention. Ils ont des sites web. Oui, et puis ils font partie du marché. Donc, comme tout le monde est sur le marché publicitaire en ligne, tout le monde est un peu en concurrence. Ça complique, si on veut, les choses. Les grandes plateformes, donc, concentrent les revenus publicitaires, mais concentrent aussi, on pourrait dire, le trafic, hein, la visibilité sur Internet, donc ce qui engendre une relation de dépendance très problématique là, pour les médias. On pourrait dire problématique aussi pour les plateformes quand le gouvernement veut légiférer, mais on voit avec le blocage des nouvelles par Facebook, Meta, qu'ils ont quand même des ressources, là, si on veut, pour résister à ces tentatives-là. Donc, c'est un problème qui est pas simple à démêler. Je n'ai pas de données générales à jour là, sur l'impact de ce blocage-là par Meta sur la fréquentation des applications et sites web, mais ce matin, j'ai reçu un message des coops de l'info, donc les quotidiens régionaux du Québec, qui annoncent une hausse générale hein, d'à peu près 8% là, sur leur site web et applications. Donc, on peut s'en réjouir, mais je suis pas certaine qu'est-ce que ça représente sur le plan financier. Les petits médias, les médias locaux, régionaux, les médias communautaires sont encore plus vulnérables parce qu'ils fonctionnent déjà avec des ressources minimales et souvent, d'après les enquêtes qu'on a faites dans la dernière année, n'ont pas nécessairement l'expertise ou les ressources pour développer et mettre en œuvre une vraie vision numérique stratégique. Écoutez, je veux pas trop m'étendre, là, j'ai pas compté le temps, mais... tu es dans les temps ouais. Et c'est très complet. Merci beaucoup. Ben, juste un mot pour dire que s'ajoute à tout cela les opportunités, les défis de l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour cette présentation, je pense, non exhaustive des médias parce qu'il y aurait beaucoup à en dire. Pour plus d'informations sur ça, vous pouvez bien sûr aller sur le site de ta chaire, que je crois Nicolas a gentiment mis dans le chat d'ailleurs pour toi. Donc, je vais laisser la place maintenant à Nicole. Voilà, pour la loi C-18, je ne sais pas pourquoi ça a bougé. Donc, rebonjour Nicole, et puis je te laisse la place pour traiter de ce sujet qui est la loi C-18 et pour définir clairement, en fait, c'est quoi l'origine de cette loi, comment est-ce qu'elle a été élaborée, sur quoi elle repose, et puis bien évidemment, c'est quoi pour l'instant les conséquences actuelles et vers qu'est-ce qu'on peut se diriger en résumé pour tout ça. Merci beaucoup, parce que c'est un gros défi de parler de tout ça en 5-6 minutes, 7. Merci. Merci. Alors, je vais faire très rapidement. Merci pour l'invitation. Donc, à l'origine, la loi vise à forcer les géants du numérique à conclure des ententes avec les médias d'information pour le partage de leur contenu. Oups. Oui. Pardon. Pour Patrimoine canadien, donc sans le projet de loi, ça veut dire que les plateformes ne sont pas obligées de conclure des ententes, des accords commerciaux avec les médias d'information canadiens. L'enjeu financier pour Patrimoine, on parle d'environ 215 millions de dollars par année. Ils ont fondé la méthodologie là, sur les résultats commerciaux de la loi adoptée en Australie. Ils se sont posé la question sur un programme ou un fonds, mais il y a un risque que l'administration d'un fonds soit vraiment perçue comme étant politisée.
ce qui pourrait menacer l'indépendance de la presse. C'est pourquoi c'est entre les mains du CRTC. Le cadre, la loi, vraiment, elle établit en fait un cadre qui permet aux médias d'information de participer à un processus de négociation. C'est vraiment la base de ça. Les nouvelles en ligne, la majorité des Canadiens utilisent des plateformes numériques pour accéder à leurs informations, autant la jeune génération que la génération plus âgée. Évidemment, on peut parler de l'éléphant et la souris, mais au fond, on est vraiment une petite fourmi. C'est un très petit pays, le Canada. Les plateformes sont en mesure de récolter des milliards de dollars des recettes publicitaires. Patrimoine canadien, le parrain, c'était Pablo Rodriguez qui était là à l'époque, lorsque ça a commencé l'an dernier. Et il était ouvert aux amendements potentiels avant son départ. On a fait une demande de rencontre. Ça va très bien avec la nouvelle ministre Pascale Saint-Onge. Je vais la voir prochainement. L'admissibilité, ils sont moins que 10 magazines. Évidemment, moi, je vous parle plus des magazines que des médias écrits, alors que l'Australie avait choisi d'inclure tous ces magazines. Les revenus publicitaires des magazines, ils sont très touchés, donc 212 millions en 2016 et 64 millions en 2019. On estime que 90% de ces revenus sont allés à Facebook et Google. Alors, je rappelle la QM, 40 éditeurs, plus de 100 magazines, 1000 emplois directs. Le partage des nouvelles, les géants sont visés par la loi s'ils permettent le partage des nouvelles. C'est le premier élément de la loi. Alors, c'est pour ça que Meta veut échapper en bloquant les nouvelles maintenant. Ceux visés, le chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard de dollars canadiens et 20 millions d'utilisateurs au Canada. Donc, Google et Facebook rentrent dans cette catégorie. Si les gens du web ne réussissent pas à s'entendre, donc ils vont devoir utiliser le cadre de négociation fourni par le CRTC. Google et Facebook veulent enlever Radio-Canada. Au fond, vous le savez probablement, c'est que dans la loi C-18, celui qui va recevoir le plus de redevances, c'est Radio-Canada. Google est encore en négociation avec le gouvernement canadien, mais pourrait aussi faire un blocage. Meta, lui, se dirige vraiment vers un retrait journalistique à travers le monde, mais il a déjà mis fin à la disponibilité des informations au Canada. Les revenus publicitaires, et les revenus du gouvernement, faut oublier, des gouvernements se sont déplacés aussi vers les géants numériques, ce qui nous aide pas. Pierre Fortin, qui a déjà été chroniqueur et chef de bureau Affaires et économie de l'actualité, il dit, le Québec, on en a parlé tout à l'heure, a une langue, a une culture, un réseau d'innovation culturelle et sociale qui sont très différents de ce qu'il y a ailleurs. Je termine en vous disant que le projet de loi, donc son processus, sa genèse, c'est que l'an dernier, à pareille date, c'était à la Chambre des communes. Ensuite, ça a été au Sénat. Nous avons témoigné devant le comité du Sénat. Il y a eu l'étude de recommandation et puis, en fait, ça a été accepté. Maintenant, c'est chez Patrimoine. Avec les consultations publiques, on en a fait partie. Et ça s'en va au CRTC novembre-décembre. Et la loi est prévue... la mise en œuvre est prévue le 19 décembre prochain. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nicole. C'est vraiment... Ouf! S'il y avait un concours pour aller comme ça, c'était vraiment bien fait. Merci beaucoup. Je laisse la place à Alexandra pour les GAFAM. Je vais relâcher, je pense, le partage pour que tu puisses faire le tien. Il me semble que c'est faut que je... ça, tu as pu le zapper. Super, merci. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Excellent. Donc, Colette partageait un petit peu plus tôt que c'était 80% des investissements numériques qui avaient été alloués aux géants du web dans les dernières années, en fait, depuis la montée de la publicité numérique. Donc, aujourd'hui, ensemble, on va se poser la question, puis on va y répondre. Pourquoi les GAFAM sont-ils si attrayants pour les agences de publicité, pour les annonceurs, et surtout, quelles sont les opportunités pour augmenter la compétitivité des médias canadiens face aux géants du web? Mais avant, on doit se référer à ce sur quoi on s'appuie, nous, en agence média, pour guider la sélection média. Donc, tout part d'un objectif. L'objectif, c'est les annonceurs qui vont nous le partager, c'est les agences aussi qui vont le challenger, et de cela va découler la stratégie média. On va également regarder les habitudes médias de la cible, des audiences à qui on veut parler. Par exemple, là où il y a les gains en portée les plus rapides à aller chercher. Le message, le concept créatif va parfois dicter aussi la sélection média. Par exemple, si c'est un message 30 secondes, si c'est un message qui nécessite une attention beaucoup plus marquée de la part du consommateur.
Et le budget est également un des impératifs avec lequel on va travailler. Et parfois aussi, le client, donc le type d'annonceur pour lequel on travaille, va influencer la sélection média. Pour revenir sur les objectifs, parce que tout part des objectifs, ceux qui vont influencer la stratégie, ils peuvent être recadrés dans l'une des 4 grandes étapes du parcours consommateur. Parce que, ultimement, la mission de la publicité, c'est de fixer l'attention afin d'inciter une cible à adopter un comportement. On vous parle des objectifs ici parce que lorsqu'on est en notoriété, par exemple, on pourra avoir l'objectif d'aller chercher une portée très rapide, une grande portée, une fréquence auprès de la cible. En considération, ça va être l'engagement, alors que lorsqu'on va tomber au niveau de l'action, dans nos objectifs publicitaires, bien, on va aller chercher une conversion, une action spécifique pour finalement passer à travers chacune des étapes du parcours consommateur. Donc, sachant cela, pourquoi les médias sociaux sont-ils si attrayants pour les agences de publicité? Ben, on doit se référer à l'efficacité publicitaire avant tout. L'efficacité publicitaire du numérique, bien, il y a des forces et des faiblesses, mais ultimement, les plateformes numériques, c'est le média le plus consommé par l'ensemble des groupes au Canada, des groupes démographiques. C'est aussi un média qui est extrêmement ciblé. Ça nous permet de faire de la communication one-to-one, de la communication personnalisée. C'est un média qui est très mesurable. On a accès à énormément de données. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais ça crée aussi un biais dans les indicateurs de performance. C'est un média qui est instantané, qui est flexible. On a accès en agence de publicité aux plateformes directement pour mettre la publicité en ligne en dedans de quelques heures, voire quelques minutes. Puis on peut changer la publicité au gré des envies du client ou des nôtres. C'est un média également qui est très près du consommateur. Donc, on a notre téléphone dans notre main. Le nombre de fois qu'on va ouvrir notre téléphone au courant de la journée, ça crée une proximité aussi pour la publicité qui s'y retrouve. Les faiblesses, cela dit, c'est que le numérique, c'est très fragmenté. On doit acheter plusieurs environnements pour aller bâtir justement cette portée, cette fréquence. C'est un média qui peut être perçu comme complexe parce que plus il y a d'environnements publicitaires, plus il y a des spécifications techniques variées également. Donc, il y a un côté technique à cela qui vient s'ajouter. Et c'est un média qui peut être perçu comme intrusif. On sait le data privacy est au cœur de l'actualité et c'est des espaces qui peuvent être contingentés pour les plateformes numériques, pour des grands sites canadiens où l'inventaire publicitaire peut se vendre assez rapidement. Et ultimement, bien, il y a toujours cet enjeu-là de fraude aussi publicitaire sur le web. Je vous parle de l'efficacité publicitaire du numérique parce que si on isole maintenant les médias sociaux, les forces prennent de la puissance et les faiblesses diminuent. Parce que lorsqu'on est sur les médias sociaux, c'est encore plus vrai que c'est le média le plus consommé. C'est encore plus vrai qu'on peut être extrêmement ciblé avec la donnée. Et c'est encore plus vrai que c'est instantané parce qu'on a accès directement aux plateformes à l'interne en agence. Et les faiblesses que ça vient retirer, c'est que la fragmentation, elle est moins présente parce qu'un combo méta, par exemple, Facebook, Instagram, va permettre d'aller chercher 80-90% de portée sur un auditoire. Et la complexité, ben, elle vient être diminuée parce qu'on a formé dans les agences de publicité des experts qui ne font que ça. C'est vraiment une expertise qui a été développée du côté des agences de communication. Et l'espace contingenté, il n'y a pas de souci d'inventaire publicitaire sur les médias sociaux. Le nombre d'impressions, le nombre de volumes disponibles est extrêmement élevé. Donc, en résumé, ce qui distingue les médias sociaux en termes d'efficacité publicitaire et efficacité opérationnelle, c'est leur capacité de ciblage très forte. C'est généralement aussi efficace au niveau des coûts. Chaque plateforme est utilisée pour répondre à un besoin précis par l'utilisateur, donc ça nous permet aussi d'être pertinent d'un point de vue contextuel avec le message et donc l'efficacité opérationnelle dont on parlait. Cela dit, il faut faire attention à l'attention sur les médias sociaux, puis il y a là une très grande opportunité pour les médias canadiens face aux géants numériques au niveau de l'attention. Ça, c'est l'une des opportunités qu'on identifie. Donc, les constats actuels, on travaille avec un écosystème numérique en agence de publicité. Oui, il y a les plateformes sociales, mais il y a aussi les plateformes programmatiques, les achats directs, le SEM. Puis c'est important de s'y référer parce que l'écosystème numérique, c'est là une opportunité, encore une fois, pour les médias canadiens, c'est d'avoir une multitude de formats. Parce que les formats, c'est les tactiques, c'est les placements publicitaires qu'on va venir recommander, activer. Et si on est en mesure d'offrir aux agences de planification, aux annonceurs, des formats qui viennent répondre à chacune des étapes du parcours consommateur, bien là, on vient justifier la pertinence
et l'efficacité publicitaire du média pour lequel on est en train de vendre de l'inventaire publicitaire. Je vous parlais d'opportunités. Il y a une très grande évolution au niveau de la mesure qui est en cours depuis quelques années. Puis elle tend à augmenter, on va aussi en parler au niveau du panel, mais il y a beaucoup de changements législatifs en cours. La régulation de la mesure de la donnée vient aussi contribuer à cette évolution. Donc, la mesure publicitaire post-campagne, c'était ce qu'on faisait auparavant. On sondait l'efficacité une fois que la campagne était terminée. Aujourd'hui, la mesure publicitaire se fait en continu. Auparavant, on avait peu ou pas d'indicateurs de performance déterminés en avant. Maintenant, il y a un travail colossal qui est effectué en amont d'une campagne publicitaire pour identifier les indicateurs de performance sur lesquels on va se baser pour juger cette efficacité-là. La mesure média, auparavant, c'est de la visibilité média multipliée par la valeur marchande de l'inventaire publicitaire. Aujourd'hui, c'est plutôt la visibilité média multipliée par la performance attribuée à la campagne publicitaire. Et donc, la mesure de campagne qui était des taux de rappel d'association, c'est toujours en vigueur, mais aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs externes qu'on est en mesure de venir ajouter finalement à la réflexion de performance du mix média. C'est le moment de redéfinir nos indicateurs de performance parce que l'IAB Canada nous indique que près de 76% des annonceurs sont préoccupés par la sécurité de leur marque lorsqu'ils font des campagnes publicitaires. Ça nous indique en agence média qu'on entre dans une ère de médias responsables où la responsabilité sociale, la sécurité de la marque, la confiance, la confidentialité sont maintenant des critères qu'on doit prendre en compte lorsqu'on planifie des campagnes médias. Il y a la notion de l'influence et de l'engagement qui sont extrêmement importants parce qu'on sait dorénavant, il y a plusieurs études qui nous l'ont montré, mais récemment, une étude menée par Comscore nous a montré que les médias de qualité ont démontré qu'ils améliorent et influencent l'efficacité de la communication à toutes les étapes de ce fameux parcours du consommateur, cet entonnoir de communication-là. Donc, c'est des meilleures performances, un meilleur taux de visibilité pour les campagnes. Et la confiance et la crédibilité dans nos campagnes, c'est aussi la confiance et la crédibilité qui est accordée aux médias, qui est associée à la façon que le consommateur va percevoir aussi le message qu'on diffuse sur les différents médias. Et la qualité, on la détermine par une combinaison de facteurs tels que les normes journalistiques en vigueur sur le site web, l'absence de contenu extrême, l'absence de désinformation. Donc, de plus en plus, on fait appel à des partenaires technologiques, de la sémantique, pour aller identifier le contenu sur lequel on va diffuser la publicité. À cela, on ajoute l'attention, l'authenticité. Donc, c'est des nouvelles aussi métriques qui nous permettent de venir qualifier l'inventaire publicitaire et qui va aider les éditeurs canadiens à tirer leur épingle du jeu en termes de performance publicitaire. Donc, à retenir, les tierces parties ou les partenaires technologiques permettent d'égaliser le niveau entre les éditeurs canadiens, les partenaires médias canadiens et les géants du web. Merci beaucoup, Alexandra. C'était un très bon résumé qui montre les pour et les contre finalement de Cyberfarm et aussi des pistes de solutions pour l'avenir de nos médias d'ici. Je vais céder la parole maintenant à Sylvain. Donc, je te mets tout de suite en exergue et je repartage le diaporama puisque c'est moi qui l'ai. Ce ne sera pas très long. Voilà. Et voilà. Tout le monde le voit bien. À toi. Merci Dimitri. Alors j'en ai glissé un mot très rapidement d'entrée de jeu au niveau de l'appel. Donc je vous présente très rapidement ce qu'est Réseau Select dans les faits. En fait, Réseau Select est la plus importante maison de représentation publicitaire nationale de l'industrie des médias imprimés et numériques au Québec. On a 47 ans d'expertise. Ça a été créé en 1976 par un groupe d'éditeurs d'hebdomadaires indépendants pour justement faciliter l'achat média et développer des marchés nationaux. En décembre 2022, Hebdo Québec, donc notre regroupement, s'est porté acquéreur de Réseau Select et donc a permis justement d'offrir, en fait, il y a 111 dans notre portefeuille, 111 médias imprimés numériques
qui sont représentés d'une seule voix. Évidemment, ça fait en sorte qu'on est un acteur majeur du développement social et économique des régions, puisqu'on se retrouve dans 16 régions administratives du Québec, avec un tirage total qui dépasse les 3 millions d'exemplaires et plus de 10 millions de lecteurs combinés. Donc, on offre aux clients nationaux un accès unique et privilégié à la presse hebdomadaire, évidemment imprimée ou numérique, pour les placements publicitaires de proximité au sein des communautés locales. Notre présence web, évidemment, est étendue grâce à 14 millions de pages vues à chaque mois, 6,7 millions de visiteurs uniques mensuellement également. Et donc, comme je mentionnais tantôt, 111 sites web aussi de nouvelles. On est partout au Québec, donc je l'ai mentionné plus tôt, 16 régions. Vous voyez ici la répartition de chacun des médias à travers la province. Donc, on joint également des communautés locales anglophones et grecques au Québec et en Ontario, ou en minorité linguistique francophone dans d'autres provinces canadiennes. Donc, Réseau Select, c'est un expert média. Il y a des campagnes sur mesure, innovantes et créatives qui sont réalisées avec notre réseau de partenaires. Évidemment, on parle d'un guichet unique et pour l'ensemble, évidemment, de ceux et celles des agences qui sont sollicitées. Pour ce qui est des formats publicitaires, ben évidemment, il y a toujours les formats standards, mais il y a aussi toutes sortes d'idées novatrices, comme la fausse une, la jaquette, la gouttière, le marque-page et j'en passe. Vous en avez ici une nomenclature. Donc, on est en mesure de créer toutes sortes de formats novateurs. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour donc là je laisse quand même la partie contact 2 secondes pour ceux qui s'intéressent. Donc Sylvain est la deuxième personne et la personne responsable de Réseau Select en dessous de lui et Audrey Darcy. Et effectivement, ça vient habilement montrer un outil parmi d'autres qui permettrait de compenser les quelques entre guillemets défauts qu'on voyait dans les médias locaux par rapport aux GAFAM, qui était justement cette difficulté d'avoir une centaine de coups de fil à passer pour reprendre les termes de la conférencier qu'on avait écouté plus tôt, parce que vous centralisez beaucoup de choses en une seule main, ce qui est très confortable. Merci. Je vais maintenant passer la main à Louis, qui, je crois, a lui aussi sa propre présentation. Je vais juste faire l'arrêt de partage. Non, dans le fond, moi, je vais vous partager un lien à la fin. Okay. J'ai décidé de vous parler plutôt de vive voix. Le but, dans le fond, c'est vous parler du mouvement Média d'ici. Puis le mouvement Média d'ici a été lancé en 2019, avant même que la loi C-18 existe. Dans le fond, en tant que membre de l'A2C, on voyait nous et différents membres de l'A2C, au niveau des médias, on voyait une réduction au niveau des investissements publicitaires dans les médias québécois. C'est un peu la raison pourquoi on est ici. Là. C'est le titre de la conférence. Puis, ce qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je pense qu'il fallait faire une prise en main. Fait que, il y a eu un manifeste qui a été créé en 2019. Puis, ce manifeste-là avait pour but de prendre des actions concrètes pour venir supporter puis augmenter les investissements médias au Québec. Fait qu'initialement, on parlait de doubler les parts de marché. On voulait passer de 14 à 28% au niveau des parts de marché des investissements médias au niveau du numérique, ce qui représentait un transfert de 200 millions de dollars. Ce transfert-là, on voulait que ça soit un transfert annuel. Puis une fois que le manifeste a été lancé, on a créé un guide de comment faire ce transfert-là sans nécessairement affecter la performance, puis comment faire la sélection des médias locaux. Fait qu'il y a une définition dans le guide, dans le lien que je vais vous envoyer. Vous allez pouvoir télécharger le guide. On s'est muni d'outils pour savoir comment bien sélectionner les guides médias, les médias locaux. Puis par la suite, comment faire ces transferts-là sans nécessairement perdre de l'efficacité.
Fait que ça, 2 ans plus tard, il y a eu la loi C-18 qui est apparue. Puis là, on voulait comme justement engager, faire du mouvement quelque chose de beaucoup plus collectif et inclusif. Fait qu'on a lancé au mois de juillet, quand on sentait que la loi allait prendre un tournant quand même décisif et important sur l'ensemble de l'écosystème média. On a décidé de lancer justement l'engagement Média d'ici, qui, dans le fond, qui est un appel à tous, autant médias, qui est autant les agences de publicité, les agences de création, les annonceurs, pour signer un engagement pour appuyer les médias d'ici. Puis avec cet engagement-là, ben, on venait de visiter un peu cette intention-là de transférer des fonds puis d'augmenter la part de marché des médias locaux à un chiffre absolu de 25 Fait que, en prenant l'engagement, ben, on demandait aux signataires de justement aller maximiser leur budget numérique afin d'augmenter la part de marché jusqu'à 25 dans leur plan média, que ce soit des médias locaux. Le mouvement, à date, a été capable de recenser près de 150 signataires, autant agences que clients. Puis, on a été capable de aussi mesurer l'impact du mouvement depuis le début. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est allé se fonder plus d'une vingtaine d'agences. Puis on a été capable de voir que depuis le lancement du mouvement, on a été capable d'accroître l'IMI des agences de 9,3 depuis 2019. Fait qu'il y a vraiment un mouvement qui est capable de se chiffrer, puis on sent vraiment qu'il y a une traction dans le marché. Puis finalement, cet automne, on a lancé pour les agences membres, on lance une formation pour être capable de mieux outiller les agences sur faire une planification des médias en considérant les médias locaux sans nécessairement affecter les performances de nos clients. Fait qu'on lance une formation qui va être lancée en 2024 pour les agences membres de la 2C, où ce que les spécialistes en achat et en planification média vont pouvoir justement être capables de se poser des questions sur qu'est-ce qu'un média est responsable, quoi mesurer pour s'assurer que les médias locaux sont représentés à leur juste valeur. C'est un peu le rôle qu'on s'est donné à la 2C, fait que c'est un peu l'ensemble de la ligne du temps du mouvement média d'ici qu'on continue. Puis il y a des outils aussi comme l'indice média d'ici que vous allez retrouver. C'est tout dans le lien que je vais vous envoyer, parce que vous allez pouvoir télécharger les différents documents. Merci, Louis. Qu'est-ce que je voulais dire pour le lien? Je te suggère de le mettre, j'imagine que tu vas le mettre dans le chat. Donc, pour ceux qui n'auraient pas repéré le chat, c'est les petites bulles qui sont à votre droite. Voilà. Et que vous pouvez aussi utiliser à tout moment pour émettre des questions et des commentaires. Et je suis content on est dans les temps, ça c'est déjà une bonne nouvelle en soi, puis je trouve ça assez synthétique, toute cette vision, et je suis ravi de voir que tout le monde collabore des différents pôles pour donner sa vision de ce spectre-là, de ce diamant complet. Donc, c'est vraiment pertinent. On va pouvoir entrer dans la deuxième partie. Pour la partie panel, donc bien évidemment, on va rentrer dans cette partie panel avec des questions par chaque segment. 2 à 3 de nos conférenciers vont y répondre à chaque étape. Et bien évidemment, si vous avez une question qui germe dans le fond de votre tête, ça sera le moment de le poser dans la rubrique questions. Et ça nous fera plaisir de prendre les 2, 3, 4 minutes à la fin pour essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles. Pour les autres, on se fera un point d'honneur à les communiquer à nos conférenciers pour qu'ils vous donnent un élément de réponse qui sera ensuite envoyé par courriel par la suite.
Et je rappelle que l'intégralité de cette conférence panel sera rediffusée une fois qu'elle aura été un petit peu éditée des passages blancs dans notre chaîne YouTube plus tard, et qu'une transcription des points forts sera également disponible dans les semaines à venir. Donc, sans aller plus loin, je rentre dans la deuxième partie de la conférence en remerciant encore tout le monde d'être ici, le panel de discussion. Et nous allons entamer donc la première question, les deux premières questions couvrent la loi C-18. Donc, parmi nos conférenciers, ceux qui veulent bien sûr y répondre, tout simplement, micro on, répondez. Et après, si quelqu'un veut réagir de la même façon, je vais juste me faire le gardien du temps à tout moment pour qu'on arrive à la fin de tout ça. Merci beaucoup. Bon, alors je vais me lancer. C'est effectivement un projet de loi dont on voit déjà, qui n'est pas encore en fait en vigueur, hein, comme Nicole le disait, là, ça sera à la fin décembre, et même pour la mise en œuvre des mesures du CRTC, ça risque d'être plus long. Mais on voit déjà avec le blocage des nouvelles et les pressions mises par Meta et Google sur le gouvernement fédéral que cette volonté, en fait, d'avoir un programme, un système de compensation qui profite à tous les médias, ou en tout cas un éventail assez large de médias. On voit qu'il y a des médias qui sont écartés, il y a des médias avec lesquels les plateformes n'ont pas nécessairement envie de négocier parce qu'ils sont petits. Et donc, et ce que ça fait par effet pervers, là, c'est que ça montre à quel point les médias sont dépendants de ces plateformes-là pour leur visibilité, pour leur trafic. Et en quelque sorte, ça vient renforcer cette dépendance plutôt que de la corriger. En même temps, si Facebook et Instagram arrêtent complètement et définitivement de diffuser les contenus, ben là, on n'en sera plus là. Mais donc, il y a beaucoup de problèmes là, dans la mécanique. Certainement, l'intention est louable et moi, j'aimerais bien que ça marche personnellement. Je pense qu'on s'enligne finalement plus vers une entente, au moins avec Google, là, qui va prendre des ententes un peu moins généreuses là, que le projet de loi prévoyait. Mais c'est toujours le défi aussi que les plateformes choisissent avec quels médias elles vont s'entendre, et il y a des médias qui vont être laissés de côté. C'est le plus, à mon avis, ce qui est le plus préoccupant. Est-ce que quelqu'un parmi nos conférenciers veut rebondir là-dessus, notamment quand il s'agit des défis, c'est tout ce que vous vivez peut-être même déjà avant que cette loi n'arrive. Alors, c'est sûr que j'ai mis ce projet de loi, mais en réalité, il aurait fallu mettre cette loi parce que même s'il n'est pas appliqué, elle est déjà existante. Donc, il y a une petite faute de frappe, je m'en excuse. Nicole, est-ce que tu veux rebondir pour simplifier? Oui, très certainement. Merci, Colette. Ça remet, je pense, effectivement, il y en a qui sont laissés pour compte, et il va falloir voir pour les petits médias. La possibilité de se regrouper va être très importante. Donc, on va chercher des modèles plus un peu créatifs là, pour essayer de voir comment on va avoir une frappe de force, même en étant des petits, mais tous ensemble. Ça, c'est la première chose, je dirais. La deuxième chose, c'est que je pense que le gouvernement actuellement est en train de voir, non seulement avec Facebook et Google, mais avec d'autres, est en train de négocier avec d'autres, dont on saura plus d'informations plus tard. La troisième chose que j'amènerais, c'est qu'il y a des gens, qu'il y avait déjà des organismes ou des médias qui avaient des ententes, et eux ils sont en train de perdre beaucoup d'argent actuellement. Il faudra voir si le gouvernement est prêt à verser des compensations, parce que c'est un effet, si on peut dire, secondaire de ce qui est arrivé de cette loi, puis de la réaction de Facebook en particulier. Puis, je reviens aussi aux magazines parce que c'est les grands perdants, au fond, dans cette loi, alors que l'Australie, elle, avait choisi d'avoir ces magazines aussi. Voilà. Merci, Colette.
Je vais passer donc à la deuxième question que ce coup-ci je vais lire parce que je ne l'ai pas lu la précédente. Du coup, estimez-vous que la solution proposée par le gouvernement fédéral soit la meilleure approche? Entendant par là que l'idée, c'est pas de juger en bien ou en mal, parce qu'il y a quand même eu tout un lot d'experts là-dessus, mais plus de donner une impression en lien avec justement ces défis majeurs qui viennent d'être cités. Est-ce qu'il y a peut-être, c'est une ouverture aussi pour citer des alternatives ou des solutions pour compenser, enfin ce genre de choses? Je voulais juste, avant de répondre à cette question, si Oui. je peux revenir sur le point sur les magazines, en fait. Oui. Un média, l'objectif de cette loi-là, c'est de soutenir les médias d'information. Et on parle, enfin, les médias qui ont accès au crédit d'impôt actuellement, c'est des médias qui font de l'information d'intérêt général et qui font de la nouvelle. Alors, il y a des magazines d'information comme L'Actualité, le magazine L'Actualité, qui font de l'information générale. Ils sont assez rares, hein, on s'entend. C'est vraiment une toute petite portion du marché. Mais on s'entend que la loi C-18 ne vise pas à soutenir le magazine Camping Caravaning, auquel je suis abonné en passant. C'est pour ça que je le nomme. Donc, c'est vraiment pour des médias d'information. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que c'est la meilleure approche? C'est sûr qu'avec le recul, on peut dire, ouais, c'était peut-être pas la meilleure solution, mais en même temps, tout ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, tous les endroits où on a réussi à négocier avec les plateformes, à obliger les plateformes, c'est parce qu'il y avait une menace législative. Le Canada est un petit pays, c'était vraiment un David contre Goliath, ou comme disait Nicole, la fourmi contre Goliath ou l'éléphant. Donc, dans ce sens-là, on n'avait vraiment pas le rapport de force là, pour négocier avec les plateformes. Mais en même temps, il y avait une pression qui venait du milieu. Ce qui est malheureux, c'est la durée là, du bras de fer qui fait que ça nuit vraiment aux médias. Ça a un effet pervers. Alors, moi, je crois que le mieux est l'ennemi du bien, personnellement. Je pense que si on cherche la solution parfaite, on va attendre trop longtemps. Je pense qu'on a déjà attendu trop longtemps. Et ce que je souhaite, c'est qu'on trouve une solution qui sera nécessairement imparfaite, mais qui va être mise en œuvre. Merci. Si tu me permets, Dimitri, j'abonde absolument dans le sens de Colette, c'est que on saura ultimement si c'était peut-être la solution, la meilleure approche quand il y aura un dénouement final, mais toujours est-il qu'on n'aurait jamais eu, peu importe le dénouement, on n'aurait pas eu de succès. Il fallait absolument brandir non pas seulement la menace d'une loi, mais d'en adopter une, tout simplement, pour forcer les géants du web qui sont outrageusement dominants. Bon, puis je ne veux pas entrer dans le détail, mais ça inclut les algorithmes et tout le reste, mais on n'avait pas, je pense qu'on n'avait pas le choix d'aller vers cette solution-là. Puis on verra pour la suite, dépendamment du dénouement, puis on pourra faire l'analyse, est-ce que c'était la meilleure approche, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que les options étaient assez minces pour forcer les gens du web à contribuer et à collaborer, j'ai envie de dire, ce qu'on n'a pas eu déjà depuis le tout début. On n'a rien eu de ça du côté de Meta, là, Facebook et Instagram. Merci Sylvain. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir sur cette question? Dans ce cas-là, si je peux résumer, je vais paraphraser, vous allez me dire si j'ai bien compris vos deux opinions qui convergent en fait. C'est pas nécessairement une solution parfaite, mais elle a le mérite d'avoir fait bouger les choses et entamer un dialogue et peut-être de trouver d'autres solutions qui ne sont même pas dans la loi, mais qui, comme les réunions d'aujourd'hui par exemple, permettront d'aborder d'autres solutions. Est-ce que c'est correct de le résumer comme ça? Qui ne dit mot consent, je suppose. Je vais passer à la suite dans ce cas-là. Merci. Si ça veut bien. Voilà. Hop, là, ça va trop vite. Attends, je pense que ma question a comme. J'ai comme un zappage de. J'ai un délai dans mes. Voilà. J'avais un délai dans mes diapos, c'est zappé 2 en 1. Donc, cette question traite des GAFAM. Comment pourrait-on garantir une concurrence équitable pour les entreprises locales, ou on pourrait dire, comme certains l'ont mis en commentaire, les médias locaux ou régionaux, tout en assurant la prospérité de ces géants
que sont Google, Amazon, Facebook, etc. Donc, en gros, finalement, comment faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, résumé autrement? Ouais, Je vais m'y lancer Vas-y, merci. au niveau de la concurrence. Je pense qu'il y a une partie de la réponse, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Puis du moment où on se met en concurrence comme des GAFAM, c'est justement changer ses métriques de performance, puis changer la valeur du média à quelque chose que peut-être un média local ne performe pas aussi bien. Fait que tu sais, puis c'est une partie de la réponse qu'on donne dans le mouvement média d'ici, c'est de valoriser les forces des médias locaux, que ce soit l'attention, que ce soit euh, euh, éviter des environnements qui sont brand safe, qui sont sûrs pour les marques. Il va y avoir plusieurs types de métriques qui vont avantager les médias locaux. Ben, ça va être de vraiment mettre de l'avant puis d'utiliser les médias locaux pour justement ces avantages-là et pas nécessairement faire plier les médias locaux sur des métriques qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour les médias locaux. Puis on pense que dans l'écosystème, ben, tout le monde a sa place, puis tout le monde a son rôle à jouer. Il suffit de bien mesurer les médias, puis les utiliser à bon escient versus essayer de les mesurer par rapport à des métriques que ces joueurs-là nous proposent via leur plateforme. Je pense que aussi être capable de développer une sorte de redevance par rapport à la création du contenu et ça fait partie de la solution. Que la loi C-18 est parfaite. On pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté. Je pense que la solution va pas être parfaite, mais quelque part, si les éditeurs locaux, puis si on parle d'éditeurs de nouvelles, sont quand même rémunérés pour le développement de ce contenu-là, ben nous autres, on est pour cette loi-là. Par contre, au niveau média, au niveau agence, mais c'est de justement éduquer nos clients sur ce qui fait que les médias locaux ben, sont performants, puis s'assurer de mesurer les bons métriques et non nécessairement les comparer avec des médias du GAFAM. Je peux me permettre un commentaire, Dimitri. Louis apporte un point important et j'insiste sur cet élément-là qui nous distingue pas en partie, mais totalement des géants du web. C'est la question de la création de contenu original et crédible, pertinent et donc et ça c'est l'élément majeur là. Je pense qu'il faut absolument en tenir compte. Ça a une valeur en soi, ça a une valeur aussi au niveau de nos médias et de nos produits. Je pense que est-ce que la concurrence un jour pourra être équitable? Je reprends la question au mot. Est-ce que la concurrence pourra être équitable un jour? Permettez-moi d'en douter un peu là, parce qu'elle est carrément déloyale pour le moment et comme je pense pas qu'on contrôle là, dans les prochains mois ou prochaines années les algorithmes des géants du web. Chaque fois qu'on va peut-être s'adapter, ils verront à modifier leur algorithme. Et quant à la prospérité de ces géants-là, je pense, sans trop me tromper, qu'elle est déjà assurée. Avec les dizaines et centaines de millions qu'ils ont fait en profit. Donc, Colette mentionnait d'entrée de jeu 80%, donc ça capable de 80% de nos revenus publicitaires, des revenus publicitaires dans l'ensemble. Donc, je pense que leur prospérité est assurée d'une certaine manière. Mais encore une fois, je reviens sur la question de la création de contenu, là. Et on voit d'ailleurs depuis le blocage des nouvelles sur Facebook, Instagram, on voit la montée de la désinformation, des fausses nouvelles qui est absolument ahurissante. Merci Sylvain. Est-ce que d'autres personnes parmi vous veulent
Sinon, on peut passer à la question suivante qui va rebondir encore sur les GAFAM. Quelle piste, là vous avez en partie répondu certains depuis le début, quelle piste restait peut-être inexploitée ou inexplorée serait selon vous la meilleure approche ou tout au moins une approche complémentaire à ce qui se fait en ce moment? Oui. Donc là, il y avait Alexandra qui voulait. Pour ajouter par rapport à ce que Louis a mentionné, effectivement, quand on parle de concurrence équitable, ça passe par redéfinir nos indicateurs de performance et la mesure qu'on utilise en agence média. C'est à tous deux des opportunités majeures pour privilégier la qualité des médias locaux plutôt que la quantité des médias sociaux. Donc, le nouvel angle d'approche de miser sur l'efficacité plutôt que la charité, c'est ce qu'on pense en agence média qui va aider à convaincre les annonceurs de la valeur de continuer à investir dans les médias locaux. On doit reconnaître par contre que la dernière décennie a vraiment été celle du rêve numérique en termes de mesures. On pensait comprendre les attitudes des consommateurs en les suivant selon leur comportement sur le web. On pensait que les données numériques à eux seuls nous permettaient de cibler les prospects avec une extrême précision. Mais ce qu'on se rend compte, il y a plusieurs recherches dans les dernières années, c'est que l'être humain est plein de contradictions. Les gens font pas ce qu'ils disent, ne disent pas ce qu'ils pensent et pensent pas ce qu'ils ressentent. Donc, d'avoir ce biais-là, de les suivre partout sur le numérique, puis de penser que c'est prédictif et immuable, ça nous a mené parfois à des modèles d'attribution tronqués. Aujourd'hui, en amenant plus de mesures, plus de métriques dans nos modèles d'attribution, notamment avec l'approche d'économétrie, ça permet de changer la conversation en agence média avec les annonceurs pour les amener à avoir la valeur puis l'efficacité autrement. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce que Alexandra vient de dire? Dimitri, si vous permettez, j'aimerais poser une question à Alexandra. Je trouve ça vraiment... Vas-y! avoir accès à cette expertise. Vous parliez tout à l'heure dans les faiblesses ou les limites, si on veut, de la publicité sur les plateformes de médias sociaux, les problèmes de fraude, des problèmes de publicité frauduleuse qui sont quand même assez fréquents. Donc, d'être associé à de la publicité frauduleuse, est-ce que pour les clients, les annonceurs, est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe ou finalement l'efficacité, c'est le premier critère puis ils sont prêts à s'accommoder de ça justement parce que le coût et l'efficacité sont tellement bons? C'est préoccupant, effectivement. Puis lorsqu'on parlait de nouvelles solutions technologiques, de tierces parties, c'est aussi en termes de ad verification, donc de vérification de la publicité qui mesure notamment tout ce qui est brand safety, la viewability, le niveau de fraude. Et on met en place ces logiciels-là, ces tierces parties-là pour les annonceurs pour mesurer à la fois les médias sociaux versus les médias canadiens. Puis c'est les études de cas qu'on est en train de mettre en place, notamment avec l'A2C, qui démontrent clairement qu'il y a un cas à faire à prouver que sur les médias canadiens, le niveau de sécurité pour la marque est plus élevé que sur des plateformes géants numériques. Il y a toujours des exceptions et des distinctions à faire, c'est certain, mais oui, ça fait partie de la solution qu'on met en place présentement, mais c'est des nouvelles solutions technologiques également. Si vous me permettez un commentaire, Alexandra, c'est de la musique à mes oreilles. Je veux rajouter un point sur ce que Alexandra vient juste de dire. Je pense qu'il y a aussi, parce que en lisant la question qui est comme des pistes inexplorées, on a de plus en plus des recherches qui nous démontrent aussi que les médias locaux ont un plus faible impact sur l'environnement. Fait que c'est de quelle façon on peut utiliser ce point de données-là pour mettre de l'avant, sachant que de plus en plus, les annonceurs recherchent des solutions pour compter leur empreinte environnementale, pour diminuer leur empreinte environnementale, puis comment que les médias locaux peuvent faire partie de cette solution-là. Fait que ça, c'est le point numéro 1. Puis le point numéro 2, ben, je pense que puis la mission qu'on s'est donnée avec le mouvement, c'est d'investir aussi dans des technologies locales pour plus être dépendant d'un écosystème numérique fort étranger, mais développer aussi un écosystème numérique autant d'un point de vue média, mais technologique qui peut être fort localement. Fait que c'est travailler avec des joueurs locaux. On a la chance d'avoir différents joueurs locaux qui développent des solutions technologiques qui peuvent aider à
la mesure ou même à la découplabilité de nos médias locaux. Fait que c'est comment on bâtit, nous autres, un écosystème plus fort ensemble à travers des technologies locales puis des technologies qu'on peut contrôler. Merci. Puis je vois des échos dans les commentaires de chat qui vont exactement dans ce sens-là aussi à propos des cookies, et ce qui me ramenait à ce que vous avez fait à Immédiat, à des conférenciers, traiter exactement ce genre de sujet et de comment amener ça dans la cour de nos éditeurs locaux pour justement soutenir ces démarches. Merci beaucoup. Donc, attends, je vais juste passer les joies de l'Internet et des connexions, ce sera pas long. Si. Voilà, hop, et voilà, ça en fait deux d'un coup. Donc là, on va passer sur la régie publicitaire commune, donc là qui est une des avenues qui a déjà été présentée pendant la conférence pour permettre justement d'avoir un interlocuteur au lieu de 50, 100 interlocuteurs que sont chacun des médias pris séparément. En quoi avoir une régie publicitaire donc aiderait nos médias locaux à reprendre des parts de marché dans le domaine des placements publicitaires numériques qui, pour le moment, sont encore donc le monopole, en tout cas un gros pourcentage aux GAFAM. Dans le fond, d'avoir une régie publicitaire, on parlait de découplabilité d'un point de vue consommateur tantôt, mais la découplabilité au niveau des agences et des annonceurs, c'est également un défi que les joueurs locaux, régionaux vont avoir. C'est comment que j'arrive à me tailler une place au niveau du plan média quand on le sait, la consommation média est plus fragmentée que jamais. C'est quand même un travail assez difficile de s'assurer d'avoir accès à toute l'information pour faire les meilleures recommandations possibles. C'est notre métier, mais de simplifier justement cette découplabilité au niveau des agences et des annonceurs en regroupant des médias locaux, ben c'est sûr que ça vient augmenter la chance des annonceurs avec une petite visibilité à se trouver sur les plans des clients. Il y a aussi tout le volet de données. On le sait, on parle tout ce qui est cookies dans les prochaines années, ça va être un fléau. Puis une des façons de contrer ça, ben, c'est d'avoir de la donnée propriétaire. Puis si à travers une régie où on regroupe différents médias, on est capable d'avoir un bassin de données plus grand, mieux organisé, qu'on va être capable de mieux activer, ben c'est ce genre de solution-là que les consommateurs recherchent. Quand je parle de consommateurs, je parle des clients annonceurs. Fait que c'est là où les médias locaux peuvent bénéficier d'un pouvoir d'attraction supérieur du fait d'être beaucoup plus facile à organiser et d'avoir une masse critique au niveau de la donnée qui peut être intéressante pour les annonceurs. Mm-hmm. Et je peux ajouter, Dimitri et Louis, que par souci de transparence, on est très conscient de cet enjeu-là. On est très conscient de ce défi-là. On y travaille. Mais je pense que le fait d'offrir un guichet unique, évidemment, ça facilite les choses. On parle de complexité. Mais on travaille incessamment sur cette question-là pour justement être capable de s'adapter aux nouvelles réalités, j'ai envie de dire, et aux besoins des clients à travers les agences. Donc, mais on en est conscient, très clairement. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un parmi nos conférenciers voulait réagir à cette question? Sinon, je peux passer à la suivante qui, de toute façon, traite le même sujet, la même thématique. Est-ce qu'une régie publicitaire peut offrir le même degré? Alors là, on va finalement dans la continuité de la première question, de précision dans le ciblage, d'analyse des retours sur investissement que les gens numériques. Et oui, il y a un biais dans la question. On l'a entendu parmi ce qui a été dit précédemment. Donc, on peut partir de ce biais-là pour répondre. Et sinon, comment y remédier ou qu'est-ce que peut apporter d'autre, je vais y arriver, ces régies qui seraient un atout supplémentaire? Je sais qu'Alexandra voulait dire quelque chose à ce propos.
Oui, puis justement, dans le chat, il y a Jeanne qui soulève un très bon point. Donc, avec les nouvelles lois en vigueur, les outils de ciblage web qui sont en train d'évoluer, il y a une opportunité clairement pour les médias locaux de venir augmenter leur compétitivité face aux GAFAM. Je pense que pour répondre à cette question-là sur l'existence de ciblage équivalent, on se doit absolument de se pencher sur l'évolution des réglementations. Lorsqu'on associe à la fois les nouvelles réglementations en place et la dépréciation des cookies, bien, c'est toute l'échelle et les capacités de ciblage qui s'en trouvent affectées, surtout pour les placements médias de performance, donc dans le bas de l'entonnoir du parcours consommateur lorsqu'on est sur des objectifs d'action, de conversion. Donc, la situation va amener les régies publicitaires, s'ils mettent en place des nouvelles technologies, à être plus attractives à la fois pour les agences médias que pour les éditeurs canadiens parce qu'elles vont offrir une nouvelle force de frappe consolidée pour leurs clients médias et pour les clients en agence publicitaire versus les géants numériques. On se rend compte aussi, comme Louis l'a mentionné, que nos clients, les annonceurs, doivent s'appuyer maintenant sur l'établissement d'une relation de gain mutuel avec leurs consommateurs pour obtenir des données de même zéro partie, fait que des données qui opt-in, que les consommateurs choisissent d'octroyer aux annonceurs. Puis ça, c'est une opportunité parce que les éditeurs canadiens pourront être plus agiles devant l'implantation de ces nouvelles solutions technologiques-là pour aller utiliser les données des annonceurs grâce, encore une fois, aux régies publicitaires s'ils permettent d'utiliser des solutions technologiques locales qui sont unifiées puis offertes à tous les éditeurs. Merci. Tu faisais allusion aux salles blanches de données, si j'ai bien appris ma leçon. Exactement. C'est un sujet qui a été couvert la semaine dernière lors d'un événement immédiat offert par l'A2C sur les tendances et les enjeux du monde média, où les nouveautés, ce qu'on appelle les data clean rooms ou salles blanches de données, permettent d'anonymiser la donnée propriétaire des annonceurs et ensuite de les activer auprès de médias locaux et de matcher finalement les données propriétaires des médias locaux avec les données des annonceurs pour créer de nouvelles audiences. Donc ça, c'est également, lorsqu'on parle de partenaires technologiques, de solutions technologiques locales, une opportunité pour les médias locaux par rapport aux géants numériques d'aller chercher de la performance et de l'efficacité publicitaire. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à tout ce qui a été dit à ce jour? C'est quand même intéressant comme toutes les étoiles semblent aligner vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'on donne aussi pas mal d'informations qui vont être intéressantes pour toi, Colette, par la suite. Alors, on va pouvoir attaquer. Donc là, on revient sur la thématique du MMI, Mouvement Média d'ici, qui a donc été lancé par A2C il y a déjà quelques années. Comment ce mouvement peut-il créer un écosystème médiatique équilibré qui profite à la fois aux grandes plateformes, mais aussi, bien sûr, aux médias d'ici? Donc là, on reprend le même genre de questions qu'il y a eu précédemment, mais plus comment ce mouvement peut générer cet effet-là de ce point de vue-là. Oui. Si je peux me permettre sur cette question, l'objectif en fait du mouvement Média d'ici, c'est effectivement que l'écosystème médiatique soit durable, équilibré au Québec. Si on étend maintenant le mouvement Média d'ici au Canada, à l'ensemble du Canada, donc au national avec le pendant, le CMDC, le pledge, donc le manifeste est d'investir 25% des investissements numériques vers des médias locaux. Et si on y arrive, si l'ensemble des agences médias, des annonceurs s'y commettent, l'investissement que ça représenterait serait autant, sinon plus élevé que ce que la loi C-18 permettrait de redonner aux médias locaux. C'est la raison pour laquelle le mouvement Média d'ici nous tient à cœur, puis on souhaite outiller les agences de planification média à éduquer les annonceurs aussi sur l'efficacité publicitaire. Donc, je reviens encore à l'efficacité versus la charité. On est convaincu que c'est par là que ça va passer. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir par rapport à cette question, qui est un autre outil dans la boîte finalement? En l'absence d'autres. Colette, peut-être, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à cette initiative
québécoise à l'origine et qui pourrait se nationaliser dans le cadre des médias? Ben, je la connaissais pas très bien là, avant qu'on commence à se rencontrer. Je trouve ça vraiment prometteur. Puis je pense que c'est bon ce mantra là, de dire l'efficacité plutôt que la charité, c'est vraiment une clé là, parce que c'est clair que les annonceurs ils cherchent un retour là, sur leur investissement. J'ai déjà participé à une tentative, si on veut, d'une une OSBL européenne qui essayait justement d'analyser le risque de désinformation sur certaines plateformes dans certains pays pour justement donner des outils pour la protection de marque ou la sécurité de marque dans les investissements publicitaires. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de revenus publicitaires qui provenaient de micro-annonceurs. Donc, c'est des annonceurs qui n'existaient pas là, sur le marché publicitaire traditionnel, mais qui sont des micro-annonceurs qui prennent des publicités de petite taille de manière ponctuelle et qui génèrent quand même beaucoup de revenus pour les grandes plateformes. Et donc, ces revenus-là, ça sera très difficile de les récupérer pour les médias d'information. Mais je pense que pour les grands annonceurs, les annonceurs qui ont vraiment un ancrage là, dans nos communautés, on parlait tout à l'heure aussi, Louise parlait de l'empreinte écologique. Ça m'a fait penser à le principe d'une économie durable. Et puis, c'est clair que dans une économie durable, dans le développement d'une société, d'une région, ça prend des médias d'information. Donc, je pense que les annonceurs ont aussi un intérêt, même si c'est pas de la charité, à contribuer à la vitalité de ces médias-là. Merci beaucoup, Colette. Alors, toujours concernant les médias d'ici, comment pourrions-nous encourager une plus grande adhésion justement des entreprises et du public à cette initiative afin de créer donc le paysage médiatique le plus diversifié et pérenne possible? Donc là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir ce mouvement ou tout mouvement équivalent ou toute chose de cette façon-là? Donc, je laisse la parole d'abord à Louis, je pense qu'il voulait commencer. La démonstration de l'efficacité est la clé du succès. On a déjà commencé à travailler certaines études de cas qui viennent justement attester des indicateurs de performance qui se retrouvent un peu, comme Alexandre le disait, tout au long de l'entonnoir de conversion, que ce soit pour des objectifs de notoriété, de constellation, de conversion, de loyauté, comment que les médias locaux peuvent avoir un impact positif. Fait que je pense que, comme toute bonne campagne B2B, je pense que de montrer des exemples de compagnies qui adhèrent et de parler des éclats tombés que ces compagnies-là ont eu, c'est quelque chose qui marche assez bien. Je pense qu'il y a aussi une question de peer pressure, il y a une responsabilité de certains annonceurs qui sont des annonceurs importants. On peut penser à un Desjardins ou des annonceurs institutionnels comme le gouvernement ou les universités ou certains organismes publics. Ben, c'est sûr que c'est important que eux autres embarquent dans ce type de mouvement-là. Puis que quelque part, ils viennent signer des choses comme l'engagement qu'on a lancé au mois de juillet pour démontrer justement cet appui-là. Le fait que qu'il y ait ce genre de mouvement-là où que ces compagnies-là embarquent, ben ça va entraîner justement d'autres entreprises de la même industrie ou qui collaborent déjà avec ces compagnies-là à emboîter le pas eux autres aussi. Fait que c'est vraiment une question d'évangélisation puis de démonstration au niveau de l'efficacité des performances avec des cas concrets. Puis je pense que ça, c'est super important. Puis il y a tout un volet éducation, évidemment. Je pense qu'on sous-estime des fois la compréhension de l'écosystème média. On va pas se le cacher, l'écosystème média est beaucoup plus complexe que jamais. Fait que je pense que ça va être important d'éduquer autant les influenceurs de marché que les clients qui prennent position
sur les investissements médias. Puis cette éducation-là, ben, passe par des outils comme l'indice média d'ici, comme la formation comme donne, comme le panel qu'on est en train d'organiser là. Je pense que c'est à force d'en parler puis de le répéter que ça devient quelque chose qui va être dans notre quotidien. Merci. En fait, si je reparaphrase cette question, comme ça Sylvain pourrait rebondir dessus, je pense qu'on pourrait dire c'est comment faire pour que les annonceurs aient envie de mettre plus d'argent dans la poche des éditeurs lorsqu'ils ont des publicités à faire. Si finalement, qu'est-ce qui pourrait les motiver? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir cette idée? Sylvain? Tout simplement un commentaire, en fait, et évidemment, je suis d'accord avec Louis sur la question de l'éducation. C'est parfois plus long qu'on l'anticipe. C'est pas évident. C'est parfois un annonceur à la fois. Maintenant, moi, je me permets d'être le porte-parole de 111 médias locaux et régionaux au travers de la province. Et je peux vous assurer de notre collaboration là, pour justement participer à cette analyse-là ou à cette expérimentation-là, tout simplement. Merci. Laquelle seconde? Parfait. Donc là, on rentre dans les deux dernières questions qui sont plus des questions de synthèse, dans le fond, pour faire le wrap-up et qui préparent, comme on est largement dans les temps, pour la partie questions du public. Donc, si j'ai vu plusieurs commentaires passer dans le chat, donc n'hésitez pas à continuer à en mettre. Et si vous avez des questions plus spécifiques, de le mettre dans la partie questions, le petit point d'interrogation, ça nous fera plaisir d'y répondre dans la dernière partie de cet événement. Donc, en résumé, finalement, dans l'intérêt de tous, comment pouvons-nous encourager de façon équitable la collaboration entre les GAFAM d'un côté, puis les entreprises locales, afin que cela soit profitable pour tout le monde? Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tout ce petit monde se parle, dans le fond? Ben, si vous me permettez, moi, je pense qu'il faudra d'abord en arriver à un premier règlement, j'ai envie de dire. Depuis le début, dès le début, on a parlé de la loi C-18. Il y a évidemment actuellement des discussions, principalement de Google et pour ne pas la nommer, la ministre Pascal Saint-Onge, mais je pense qu'il faut d'abord arriver à un premier règlement, puis le reste devrait suivre. Moi, je pense que de toute façon, on est entre guillemets condamné à coexister. Donc, il faudra trouver une façon justement de s'arrimer, faire en sorte que tout le monde tire son épingle du jeu de façon, encore une fois, équitable. Mais il faudra s'entendre d'abord et avant tout là, dans un premier temps. Là. Merci. Colette, tu avais mis ton intérêt pour cette question. Oui, ben, en fait, je suis bien d'accord avec ce que Sylvain vient de dire. Peut-être simplement préciser que dans les GAFAM, il y a plusieurs organisations avec des cultures très différentes. Je pense que Meta, ça va être extrêmement difficile. Ils ont déjà montré leur souhait de complètement se départir de l'information sur leur plateforme, alors que du côté de Google, je sais qu'il y a des entreprises qui ont encore des ententes avec Google, qui sont toujours en contact des entreprises de presse, donc les relations sont quand même bonnes. Et il n'y a pas de... Je pense qu'il y a un peu plus d'intérêt convergent. Parce que Google a besoin des médias, la culture. En tout cas, moi, je connais un peu les gens du Google News Initiative, qui est un projet là, qui a été lancé pour soutenir les médias. C'est des gens qui sont issus, qui sont des journalistes souvent, qui sont issus des anciens éditeurs de presse et qui ont vraiment un souci de soutenir. Bon, ils veulent soutenir selon leurs propres termes et pas nécessairement selon des termes qui sont dictés par des lois, mais qui veulent soutenir les écosystèmes médiatiques locaux. C'est vrai que le Québec n'est pas une grosse priorité pour eux, mais ils sont pas de mauvaise volonté. Et puis, de ce qu'on me dit, les échanges sont quand même très francs et il n'y a pas plutôt positif là, malgré les difficultés avec la loi. Donc, c'est ça, c'est à géométrie variable selon de quel GAFAM on parle exactement. Il y a une culture d'entreprise derrière, effectivement. Nicole? Oui, ben c'est ça. Moi, j'allais dire que
Je porte espoir aux consultations publiques que le CRTC fait maintenant. Donc, il y a une intention ou un intérêt ou une écoute là, pour que plusieurs autres magazines soient inclus. Actuellement, on parle seulement de 10 magazines canadiens, dont l'actualité, évidemment. Mais j'aimerais ça, je sais pas, dans une autre conversation qu'on pourrait avoir, celle de les magazines sont autant des producteurs de contenu que les journaux, que les médias écrits. Et donc, ce serait intéressant de voir là, toute cette question-là de la définition de la nouvelle versus d'intérêt général. Et effectivement, parce que ça contribue à toute la culture québécoise, économique, sociale, d'intérêt culturel aussi. Je me dis qu'il y a plus de similarités actuellement entre les magazines et les médias écrits que l'on pense. Et mon souhait, c'est qu'on puisse y arriver et puis en parler aussi comme d'une spécificité québécoise. Voilà. Merci Nicole. Et je pense qu'on est tous d'accord à cette table pour dire que les médias ne touchent pas nécessairement que les journaux ou la radio et la télé, mais également les magazines. Tout support dans le cadre de cette conversation qui est touché par la publicité numérique en règle générale d'ailleurs et tire une partie de ses bénéfices de cette activité. Et encore un petit souci de placement. Ma question, je vais y arriver. Bon. Ah, voilà. Donc là, c'est juste une question subsidiaire. Plus précisément, pourrait-on mettre en place des processus de partage? Alors là, je l'avais créé cette question à l'époque avec votre travail, avant qu'on ait toute cette conversation, donc j'ai l'impression qu'elle va remonter les informations. C'est très bien pour résumer et conclure. Donc, pourrait-on mettre en place des processus de partage des ressources technologiques d'un bord et des connaissances du terrain et des clientèles cibles de l'autre entre les géants de la technologie et les médias locaux afin de favoriser le développement durable de toute l'industrie numérique au Canada et au Québec? Et je sais que plusieurs personnes désiraient répondre à cette question. Oui, je vais commencer. Il est crucial de travailler de façon collaborative, c'est certain, puisqu'on va souhaiter éviter, c'est de reproduire les walled gardens, donc les jardins clos que les géants numériques ont imposés lorsque les technologies de données, justement, seront mises en place. Elles commencent à l'être au Québec pour les médias locaux. Donc, d'éviter les silos va être crucial. D'assurer aussi une neutralité, ce qui va favoriser la collaboration avec plusieurs partenaires locaux. Je pense que l'événement d'aujourd'hui puis la proposition d'une régie publicitaire est un indicateur encourageant pour la collaboration qui va être nécessaire au développement durable de l'industrie. Mais pour revenir aussi sur des points que Louis a avancés, la découvrabilité et l'efficacité opérationnelle seront clés pour les prochains mois, pour les prochaines années. Donc, il y a un devoir d'industrie en ce moment de regrouper les médias québécois pour faciliter la découvrabilité, l'efficacité opérationnelle aussi pour les agences médias, pour les agences publicitaires, pour les annonceurs. Puis, si on assiste en ce moment ou dernièrement à une contraction de l'économie avec un retour du balancier de la mondialisation, c'est ce qu'on remarque pour plusieurs pays. C'est une tendance généralisée. Mais la mondialisation de la culture, elle continue. Pour faire du chemin sur ce que Nicole avançait, ben oui, le contenu local est sans aucun doute une voie distinctive pour nos médias d'ici. Puis en médias, vous le savez, on l'a vu, l'important, c'est d'être distinctif si on souhaite que dans l'entonnoir de communication, dans l'entonnoir du parcours consommateur, ben, on soit efficace. Être distinctif est une façon d'amplifier aussi la communication. Donc, on croit fortement que valoriser le contenu local sera aussi l'une des pistes de solution. Merci Alexandra. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur cette question de synthèse finalement? Donc, je vais faire un petit tour de table. Vas-y. C'est juste une petite information. Je pense qu'on en a pas parlé depuis le début, mais il y a déjà juste mentionner qu'il y a déjà de la collaboration entre le Québec puis le CMDC, qui est notre équivalent au Canada anglais, pour le Canada, pour trouver justement des solutions puis travailler ensemble d'un point de vue national quant au problème quant au défi de la protection de nos médias locaux, puis d'avoir
les investissements publicitaires proportionnels par rapport à d'avoir notre fair share au niveau des investissements médias, au niveau des médias locaux. Fait que j'encourage ça. Je pense que c'est le genre de situation qui crée des collaborations qui sont pas nécessairement naturelles, autant entre les médias qu'entre des partenaires technologiques, qu'entre même certaines sociétés qui peuvent se voir être compétitrices dans un temps normal. Puis on encourage pas mal ça, justement, c'est en se parlant, puis c'est en décloisonnant un peu l'écosystème qu'on va arriver à développer des solutions plus pérennes. Une approche coopérative, finalement. Merci, Louis. Donc, je vais vous reprendre juste un par un pour dire votre mot de la fin. Bien sûr, je laisse la question là, mais je vous encourage à peut-être broder là-dessus, mais surtout à conclure par rapport à toute cette discussion. Je vais commencer par Colette, qui est la première dans ma liste, tout simplement. Donc, si, en fait, je vais dire quelque chose de vraiment banal, mais de ressenti, là, c'est que, en fait, des occasions d'échange comme celle-ci avec des gens qui ont des perspectives différentes, je pense que c'est vraiment important. Il faut en faire davantage, puis effectivement, partager ça avec le public, la façon dont on a voulu construire cet événement pour que ça soit aussi accessible à des gens qui sont pas nécessairement des spécialistes du milieu, là. Je pense que c'est aussi une bonne... Enfin, c'est pas évident de rejoindre tous les publics en même temps, là, comme on le sait très bien, mais je pense qu'il faut multiplier ses efforts et aussi pas simplement être dans une posture défensive ou protectrice, mais de dire comment on peut innover, comment on peut collaborer. Il y a évidemment des obstacles à ça, il y a des défis importants, les défis de concurrence, entre autres, mais il faut aller dans cette direction. Je pense qu'on est tous d'accord dans ce groupe. Merci. Nicole? Alors, oui, moi, je dirais en terminant, merci. Je suis très contente d'être là puis d'échanger avec tout le monde. J'apprends plein de choses. Mais on ne devrait pas baisser les bras devant les géants et devant ces plateformes numériques et se rappeler que oui, il y a un éléphant, on est des fourmis, mais il faut agir ensemble, solidairement, de façon solidaire. Voilà. Tu sais qu'il y a certaines fourmis qui mangent des animaux complets, même s'ils sont fourmis. Sylvain? En fait, pour être honnête, je retiens que de bonnes choses de cet échange-ci. Je considère que c'est un partage très profitable. Ça aide aussi à la compréhension de chacune des parties, là, qui ne sont pas toujours, évidemment, qui se retrouvent dans des points de vue différents. Donc, merci Dimitri, merci à tout le monde. Puis j'ai envie de dire que oui, on parle beaucoup des géants du web, mais j'ai absolument la conviction qu'ensemble, on peut être géant aussi. C'est ça. Pendant que justement, je donne la parole à nos dernières personnes, je rappelle que il y a 2-3 personnes qui ont laissé des questions que je poserai à la fin à vous conférenciers. Mais c'est encore le temps si vous avez quelques questions ou remarques à partager. Alexandra, ton mot de la fin. Oui, j'abonde dans le même sens que c'est déjà en se regroupant avec des points de vue différents, puis de partager ensemble sur nos réalités, nos considérations, qu'on va arriver à des solutions pérennes pour l'industrie. Et on continue l'éducation, puis l'éducation, l'évangélisation, comme Louis le partageait, avec la 2C, oui, puis notre pendant, effectivement, au Canada anglais, où il y a une grande force de frappe et un volume assez important d'investissement publicitaire. Merci. Louis? Mais j'aborde dans le même sens que tout le monde. C'est souvent on a la chance d'avoir des panels de discussion comme ça au sein de notre industrie, mais d'avoir l'invitation d'industries connexes, ça fait du bien. Puis ça démontre la préoccupation puis le niveau d'engagement qu'on a par rapport à nos médias locaux. Fait que je salue l'organisation pour avoir regroupé tout ce monde-là autour de la table. Puis merci aux participants.
Merci à vous. Avant de laisser donc l'autre mot de la fin au comité d'organisation, je vais passer à la période de questions. Mais en tout cas, je vous remercie d'ores et déjà. Je vais réussir à articuler mes mots. Certaines questions ont été partiellement répondues, j'ai vu par le chat. Donc, je vais juste quand même les reposer pour si quelqu'un d'autre veut rebondir. Donc, il y a Yves Lafontaine qui gère entre autres Fugue et d'autres éditions. Donc, il demandait si une régie publicitaire commune est intéressante. Ça, c'est d'abord un constat, à mon avis, uniquement si chaque éditeur peut continuer, s'il le désire, à y faire ses propres ventes multiplateformes. Exemple, dans l'imprimé, sur le site web et dans nos infolettres, en parallèle au travail avec des annonceurs nationaux qui cherchent un volume plus grand. Les ventes combo sont en hausse dans notre secteur. Magazine généraliste et spécialisé, ce type de régie existe-t-il déjà au Québec? Fugue fait affaire depuis 7-8 ans avec une qui regroupe plusieurs autres magazines d'ici et d'ailleurs. Sommes-nous les seuls qui travaillons comme ça? Donc, si quelqu'un, je sais que Sylvain a déjà répondu en partie, s'il veut rebondir publiquement. Ben, en fait, ce que je répondais à M. Lafontaine, c'est que là, ici, ça tient évidemment dans un paragraphe, mais je pense que ça demande une analyse plus complète du profil de vente et voir comment. Pour moi, c'est toujours important d'avoir une formule gagnant-gagnant, peu importe l'entente. Donc, il suffit de voir qu'est-ce qui peut être accompli de façon raisonnable pour que tout le monde y trouve son compte. Alors, c'est un peu ça. Mais moi, je veux juste ajouter, pour te répondre à la question, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas la régie publicitaire ou des ventes directes. Le but de la régie publicitaire, c'est d'augmenter la découvrabilité, puis c'est d'avoir un genre de représentant qui va aller chercher des ventes peut-être à plus petit volume que l'annonceur n'aurait pas, ou peut-être d'être plus facile à découvrir pour certaines agences ou annonceurs qui connaissent pas ce média-là. Fait que je le vois pas en compétition, mais bien en complémentarité. Puis, tu sais, je pense que c'est aux médias aussi de faire l'analyse de, tu sais, le but, c'est d'avoir des gains à long terme et non à court terme. Fait que voir comment que chaque modèle d'affaires, ben, la régie publicitaire est capable de les accompagner dans des avenirs à plus moyen long terme au niveau de la rentabilité. Donc, c'est une approche complémentaire, en fait. Ils gardent le contrôle de leur publicité, c'est juste un apport supplémentaire. Si je compile bien vos informations. Alors après, il y avait une question qui était plus, je pense, une remarque clin d'œil de la part de Jeanne Landry-Bello, donc je la pose quand même ici, qui va produire le prochain média social qui accrocherait les 18-34 ans, peut-être un Québécois, point d'interrogation. Pour montrer qu'il y a une belle vitalité. Je ne sais pas si quelqu'un veut quand même rebondir là-dessus. Sinon, je passe à la question suivante, qui était aussi de Yves Lafontaine. Comment Facebook identifie-t-il qu'un média en est un et pas un autre? Je pose la question car si nous, le magazine Fugue, avons vu notre page bloquée progressivement cet été complètement depuis le 1er août, bien que toutes les publications que nous faisions sur Facebook et Instagram ne sont pas des nouvelles, le blocage ne semble pas toucher tous les magazines, loin de là. En gros, comment Facebook détecte ce qui est de l'ordre d'un média qu'il faut couper que de ce qui ne l'est pas finalement, si je comprends bien la question. Je pense qu'à l'algorithme manque aussi l'intelligence humaine. Évidemment, tout ça, c'est, à mon sens, automatisé. Là, donc, on le voit de toute façon, ce qui a été bloqué ou non, c'est pas toujours logique. Ça repose pas toujours sur des règles très précises. Donc, évidemment, c'est un peu aléatoire et ça laisse passer, entre autres, pas étonnamment, mais ça laisse passer beaucoup de fausses nouvelles, comme je le mentionnais. Donc, c'est pas non plus un blocage qui est parfait. C'est pas tout à fait la même question, mais je rebondis sur le commentaire de Nicole tout à l'heure, sur la question de comment Facebook définit les nouvelles, mais aussi le gouvernement fédéral par le biais des crédits d'impôt et de l'admissibilité à C18 et tout ça. Bon, il y a des indications. La loi, évidemment, on peut consulter Oui, c'est très bien, je vois apparaître le formulaire de consultation. C'est très important.
Mais en tout cas, moi, j'ai pas de contrôle sur ce qui se passe sur Facebook, mais je préside le comité d'experts, le comité indépendant qui reçoit les demandes des médias, donc pour le crédit d'impôt. Alors, je me permets de peut-être donner des outils pour les gens qui seraient intéressés et qui pensent peut-être que leur média n'est pas admissible ou qui pourrait l'être, parce qu'effectivement, quand on parle de nouvelles, c'est pas nécessairement du hard news, comme on dit. Et quand on parle d'intérêt général, ça peut être assez interprété de manière assez large. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est justement la mention du magazine Fugue, que je ne lis pas régulièrement, mais que j'ai déjà feuilleté à une certaine époque. Et je dirais, si il y a des reportages, des entretiens, s'il y a un travail journalistique vraiment de collecte, puis sur une assez grande variété de sujets, même si on sait que Fugue s'adresse à la communauté LGBT, c'est quand même, ça peut être assez large et considéré d'intérêt général. Je veux pas dire d'emblée, oui, vous seriez admissible, parce qu'on doit faire un travail d'analyse, mais c'est un exemple d'un magazine qui pourrait peut-être l'être. Et d'autres magazines, bon, c'est sûr que si on fait que du lifestyle, ça risque, ou du sport, j'ai parlé de camping caravaning parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est un exemple de quelque chose qui serait exclu, ou chasse et pêche. Mais des publications qui traitent, par exemple, de la parentalité, de questions qui ont une dimension sociale et qui sont traitées de manière journalistique pourraient être admissibles. Je ne sais pas si elles sont bloquées par Facebook, mais je peux dire que pour le crédit d'impôt, ça pourrait peut-être marcher. Merci beaucoup. Toujours ce problème de la définition de ce qu'est un média d'information. Finalement, je vois un autre commentaire qui apparaît. Donc, oui, elles le sont toutes. Bon, ça, c'est en réponse à ce que Colette vient de dire. Je pense pas que j'ai de nouvelles questions. Je vais juste ajouter une chose. Par rapport au magazine, en fait, ce qui dérange avec la loi C-18, c'est que actuellement, dans le fond, des médias et des périodiques à patrimoine canadien, les deux sont admissibles, à la fois les magazines et les journaux pour l'information, mais aussi d'intérêt général. Donc, l'idée, c'est ça. C'est qu'avec la C-18, c'est comme si on retournait à l'arrière. Donc, je fais un média qui obtiendrait l'accréditation avec, pas avec patrimoine, mais avec le revenu. Donc, pour les crédits d'impôt, il est automatiquement reconnu dans les négociations pour C-18. Oui, absolument, parce que c'est le 27A. En fait, c'est la première partie de la loi. Oui. C'est compliqué. Dans toutes ces règles. Oui. Oui. Merci. OK, écoutez, je pense qu'on a fait le tour et puis on a été étrangement dans les temps. J'avais ratissé un tout petit peu plus large pour être sûr, mais je suis content de voir que tout s'est bien passé. Au plus fort de la vague, on a été une centaine d'individus présents. Là, on a très décliné, donc c'est juste pour… je vais passer au mot de la fin en commençant par moi-même vous remercier au nom de Graphie Compétences pour cet événement qui, dans le cadre de nos activités de développement des compétences, de la main-d'œuvre, des secteurs dont on a la charge, là, en l'occurrence, ça fait office comme c'est pédagogique, éducatif, parce que ça permet de toucher différents publics pour leur faire comprendre les tenants, les aboutissants et offrir des pistes à nos partenaires que sont les associations sectorielles pour qu'elles communiquent davantage. On s'entend que vous communiquez déjà, mais c'était une opportunité de vous rassembler tous autour de la même table, ce qui est toujours intéressant. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu tous présents à l'appel. Je vais juste passer maintenant le bâton de parole à quelqu'un d'autre, par exemple Sylvain qui représente Hebdo Québec. Là, il va changer sa casquette. Merci encore une fois, Dimitri, de cette occasion-là que je considère comme privilégiée de pouvoir participer à un tel échange. Mais comme toute bonne rencontre, j'ai envie de dire, conférence ou les restes, ça prend une suite. Il faudra, je pense, imaginer un autre événement ou un autre type de rencontre où on pourra continuer d'échanger
Puis j'ai envie de dire, j'aime bien, moi, concrétiser les choses, en faire en sorte que ce qu'on a, toutes les discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui, qu'on puisse les mettre en plan, qu'on puisse avoir des actions précises à poser dans chacun de nos champs. Alors, je lance l'invitation. Dans l'univers. Nicolas, je te cède la parole au nom de la CAM qui représente la partie magazine des médias. Ouais, merci, bonjour. Merci encore à tout le monde là, qui a participé. C'était super intéressant. Je retiens plusieurs points. Je seconde ce que Sylvain, là, tu viens de dire, là, c'est important d'avoir une suite à ça. Ça arrive pas fréquemment là, où est-ce qu'on est capable de tout s'asseoir autour d'une table, les parties prenantes, puis d'écouter nos réalités et nos enjeux, et d'écouter un peu les besoins d'un et l'autre, et surtout d'avoir une mise à jour. Tu sais, nous, les éditeurs de magazines, on est rendu maintenant des éditeurs de magazines qu'on appelle à 2 vitesses. C'est la raison d'être des éditeurs de magazines, c'est éditer un magazine. C'est le contenu, c'est la création du magazine, mais maintenant, on se trouve à être des éditeurs numériques aussi. Puis c'est un autre écosystème à comprendre. Fait que d'écouter Mme Lafont, d'écouter M. Areas, sur où est-ce que ça s'en va, et ça bouge tellement vite, d'avoir ces mises à jour-là, c'est essentiel pour l'industrie. Donc, c'est important de s'asseoir et vous écouter et de nous écouter. Puis après ça, nous, on est capable de s'adapter. Tu sais, je regarde, tu sais, juste la découvrabilité des médias. Ben, tu sais, Sylvain et Hebdo-Québec et la CAM vont travailler ensemble potentiellement sur un projet. Puis c'est là que nous, on veut travailler ensemble. Parce que là, on est en train de transformer un peu l'écosystème parce qu'on le sait qu'on est en situation de crise. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'il faut toujours collaborer, mais majoritairement, c'est à cause qu'il y a une crise qui s'est passée. Tu sais. Donc, je voulais juste encore une fois, merci à tout le monde qui a participé. C'était super intéressant. Puis ce que je retiens, je pense que c'est Mme Lafont qui a dit ça. Puis si je le dis correctement, parce que je trouve que c'est un mantra aussi, c'est la qualité des médias locaux versus la quantité des médias sociaux. Ça, je ressors de ça. Je vais le tatouer un peu partout. Merci. Tatouage temporaire, tu ne sais pas dans 10 ans où est-ce que ça va se retrouver. Merci beaucoup. Et dernier, Madame Brin, est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations ou juste de m'envoyer l'information à propos des crédits d'impôt? Je sais, je suis capable de les trouver, là, mais si vous êtes capable de l'envoyer, j'ai encore plein d'éditeurs qui me posent des questions là-dessus, mais j'aimerais peut-être juste m'actualiser. Là, j'ai le lien vers les lignes directrices. Parfait. Ça, c'est le document d'interprétation. Puis là, je cherchais tout à l'heure le lien direct vers la définition dans la loi sur l'impôt. Vous cherchez contenu nouvelle originale, loi sur l'impôt, sur le revenu, puis vous allez trouver, c'est très, très court, là, c'est vraiment où on explique ce qu'on entend par intérêt général. Mais effectivement, il y a une possibilité d'interpréter ça de manière assez large. Je peux pas rien garantir, là, il y a vraiment un travail d'analyse qui doit être fait, mais je me suis dit, puisqu'on est là aussi bien... Oui, non, c'est bien, c'est parfait. Puis Mme Brin, si vous voulez faire un autre webinaire sur la définition d'un média d'information, je pense que Mme Doucet, moi, on va participer. Oui, avec l'Agence du revenu. Il y en a déjà eu, mais je pense qu'on serait mûr pour faire une mise à jour. Puis, définitivement. La fois, c'est de rejoindre aussi les parties prenantes, les organisations qui pourraient être intéressées. Alors, je pense que la CAM, on va travailler de plus près avec vous. Les hebdos, ça va bien. On a quand même un bon retour des hebdos. Mais oui, je pense qu'on peut élargir un peu de ce côté-là. Quand l'actualité en fait, c'est des abonnés qui ont demandé à l'actualité de demander le crédit d'impôt parce qu'ils voulaient le crédit d'impôt sur les abonnements. Le magazine L'Actualité pensait qu'il n'était pas admissible. Alors, parfois, il y a des gens qui ont droit à des crédits d'impôt qu'ils ne savent pas. Puis on va les prendre quand ils sont disponibles. C'est pas d'argent sur la table, comme on dit. C'est ça, exact. Et c'est exactement à ça que ce genre d'événement sert, c'est partager des informations qui souvent sont cloisonnées parce qu'on est chacun dans nos univers respectifs. Et là, on parlait d'un autre type d'information, mais effectivement, la communication entre les réalités agences et les réalités éditeurs, je tiens à préciser que là, on a juste 2 associations d'éditeurs de journaux et de magazines, mais qu'évidemment, tous les sujets qui ont été couverts, c'est le secteur de l'édition en général. Hein, les mêmes réalités touchent les radios, touchent les télés, etc.
Et je laisse la place à notre dernière partenaire A2C, sans qui tout ça n'aurait certainement pas pu avoir lieu et il nous aurait manqué quelques panélistes. Isabelle. Ben, merci Dimitri, puis merci tout le monde. Ça a été tellement une belle rencontre. Puis je répéterai pas tout ce qui a été dit, j'adore avec tout ce qui a été dit, mais juste pour rajouter la touche finale, je dirais que comme industrie, on est mobilisé puis on est proactif. Puis il faut réaliser à quel point on a un énorme talent stratégique, créatif puis technologique au Québec. Puis qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour innover. Oui, il y a un défi qui s'est mis devant nous, mais je pense vraiment qu'on peut y arriver de tout le monde ensemble. Puis mon message pour les annonceurs, ça serait parler à votre agence. C'est l'expert, c'est votre partenaire stratégique pour relever ce défi-là. Aux consommateurs, je dirais consommer les médias locaux. Puis aux médias, tous nos partenaires, bien évidemment, là, la discussion, le dialogue est déjà en cours, fait qu'on va continuer tout ça avec vous. Puis finalement, j'inviterais toute personne intéressée à aller sur le site de la 2C, la section sur le mouvement Média d'ici, signer le manifeste. Vous pouvez aller chercher votre indice mouvement Média d'ici, donc quantifier votre ratio des investissements locaux dans le numérique et aussi dans le traditionnel également. Donc, merci tout le monde. Merci. Et juste un rapide tour d'horizon pour nos conférenciers qui avaient donné un mot de la fin tout à l'heure, mais juste s'ils veulent donner un dernier mot. Nicole, rapidement, par exemple. Oui, c'est un peu la même chose. En fait, cette collaboration pourrait se poursuivre certainement avec plusieurs d'entre vous. Très intéressé aussi d'apprendre, en fait, tout le point de vue des agences de publicité. En tout cas, j'apprends énormément aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Nicole. Louis? Ah. C'est bon. C'est bon. J'avais de la misère avec mon son. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je merci beaucoup à tout le monde. Non, c'est bon. C'est valable aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Ouais. Merci, Alexandra. Si tu veux rajouter un dernier mot, on termine. Je termine en vous remerciant effectivement pour le partage, votre disponibilité aussi pour l'échange des points de vue. Merci. Ben moi, comme on est dans un système finalement francophone où les merci sont légion et avec plusieurs faux départs, je termine encore par une ronde de merci pour tout ce temps passé et en espérant au nom de Graphique Compétences que ça soit vraiment le début d'une communication magnifiée entre les agences et les annonceurs d'un côté et les éditeurs au sens large de l'autre. Ce que je peux résumer, et corrigez-moi si je me trompe, de tout ce que j'ai appris en vous écoutant sur 7h30, bientôt 2 heures, c'est que vraiment, il y avait des choses, tous les éléments étaient là, du moins la base de ces éléments-là, puisqu'il faut encore construire, mais la communication n'était pas encore assez établie, donc les uns ne savaient pas nécessairement ce que les autres avaient à leur proposer, ou la réalité des uns n'était pas forcément dans la connaissance de la réalité des autres. Donc j'espère qu'on aura bien rebrassé tout ça et que ça vous aura permis, et à ceux qui nous écoutent, qui sont encore une cinquantaine de l'autre côté, d'apprendre des choses nouvelles et d'aller vers un meilleur succès dans vos affaires, dans vos démarches, dans vos valeurs. Merci à tous. Cela sonne la fin de cet échange. Et... Merci.